Voilà, alors, donc là pour aujourd'hui, ça sera le sourire de la Joconde, qui a donné beaucoup à penser, à écrire. Euh, alors on aurait déjà un indice dans l'orthographe de son nom, Mona, qui fait bien sourire. Enfin, la graphie choisie par les Français fait sourire les Italiens, parce qu'en général en France on écrit ça avec un seul N, et chez les Italiens ça désigne le sexe féminin, mais c'est un terme assez méprisant. Alors, la Joconde a été réalisée donc, par Léonard entre 1503 et 1506, et ça a fait couler évidemment beaucoup d'encre et aussi parfois de peinture. On s'est demandé pourquoi elle souriait. Alors, je laisse de côté les yeux pour aujourd'hui aussi, je me concentre sur le sourire. On s'est demandé pourquoi elle souriait, ce que laissait entrevoir ce mouvement particulier des lèvres, des yeux, si c'était un sourire aux anges, si elle souriait sous cape, si elle souriait dans sa barbe, puisqu'on a cette expression, si elle exprimait de l'ironie, et en particulier, peut-être plus davantage, si elle faisait ses coups en douce. Auquel cas, si elle fait ses coups en douce, on perçoit dans ce sourire une connivence et comprendre qui peut. Il y aurait donc peut-être, quand on commence à interpréter ça, mais après je vais donner un certain nombre de preuves, il y aurait certainement une reconfiguration de la représentation de la sexualité. Alors peut-être pas chez Léonard, je n'en sais rien, enfin je n'en sais rien, j'ai quelques idées, mais ce qui m'intéresse c'est plutôt cette représentation au cours du 19e, au milieu du 19e et jusque... Je déborde un tout petit peu, j'irai jusqu'en 1919 si vous acceptez bien, hein, parce qu'il y a effectivement la Joconde revue par Duchamp en 1919. Voilà, alors on a une lecture double possible. Elle peut sourire parce qu'elle est contente, parce que pour toutes sortes de raisons, mais disons que vers le milieu du 19e, on commence à avoir une autre attitude à propos de ce sourire. Et il faut un petit peu généraliser. Alors j'ai essayé de trouver un certain nombre de documents, c'est très visuel, il faut que je me déplace un tout petit peu pour vous montrer les images. Alors, vous disiez votre configuration de la sexualité, et en particulier de la représentation que l'on a des femmes. J'ai essayé plutôt de trouver des images, mais les textes sont innombrables aussi, ne serait-ce que le théâtre de boulevard. On a toujours cette duplicité à l'œuvre, hein, duplicité de la femme. Et donc je vous montre une première image que je... Il faut le temps que ça arrive. Voilà. Donc c'est une... alors c'est un petit peu agrandi et du coup peut-être que vous allez percevoir des différences. C'est une image qui est extraite du catalogue des Incohérents, une exposition que les Incohérents ont été réalisée à Paris. Et donc vous avez d'un côté la femme honnête, l'autre, évidemment c'est la même image. Voilà. Donc l'honnête femme et l'autre. Alors voici l'image donc de Duchamp. Alors ici c'est 1919, hein, donc j'excède un tout petit peu, mais on me pardonnera je pense. Donc Duchamp en 1919 a décidé d'ajouter, alors c'est interprété généralement comme étant un acte dada, et c'est vrai, hein, c'est tout à fait dada, puisqu'on s'en prend à la Joconde, et qui est une œuvre sacrée, donc c'est un geste iconoclaste. On a des témoignages à ce propos, et il paraît-il que effectivement ça a été pris comme une offense terrible, hein, et on a un témoignage d'André Salmon qui dit que par exemple, hein, eh bien, il était certainement plus aisé d'insulter un prêtre dans la rue que d'avoir fait ce geste-là. Hein, donc c'est un geste qui effectivement va compter, on va trouver dans la presse des traces. Il va être repris dès l'année suivante par Picabia qui va publier la photo et il oubliera la barbichette. Bon, après ça, il y a toute une histoire, mais ce n'est pas l'objet là pour le coup. Alors, donc il ajoute la barbichette, il ajoute la moustache et il ajoute un titre, là aussi qui n'est pas d'une lecture tout à fait immédiate. Hein. Quand les gens ne sont pas avertis, ils ne voient pas qu'on a affaire à un rébus graphique qui est relativement simple quand même et qui donne effectivement L-H-O-O-Q. Hein. Donc L-H-O-O-Q, trivial, hein, trivial, de mauvais goût certainement aussi, qui vient choquer. Et on peut se poser la question du coup de savoir pourquoi ce titre, pourquoi la moustache est donc un système pileux, puisque c'était le titre de ma conférence, ça, pour aujourd'hui. Alors, je peux donner déjà d'emblée la réponse. En fait, et après je ferai la démonstration, enfin j'essaierai, en fait, ce qui apparaît ici, c'est donc, à mon sens, une nouvelle reconfiguration de la représentation de la sexualité, et
le titre le dit bien, elle a chaud au cul. Donc ça vient bien désigner ici la femme. Elle a chaud au cul. Si elle a chaud au cul, elle a des aventures, elle a une sexualité libre, elle agit comme un homme agit, et si elle agit comme un homme, eh bien, elle va en avoir les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la pilosité. Ce qui nous ramène d'ailleurs à la monstruosité assez vite. Mais la monstruosité est attractive. D'ailleurs, on l'exhibe à Paris et dans les provinces françaises, en Belgique, un peu partout, et aux États-Unis aussi. À travers le cirque Barnum, on exhibe des femmes à barbe. C'est très populaire, ça déplace les foules. Voilà. Alors, il y a effectivement cette répulsion, cette attraction qui est faite de fascination, mais aussi de répulsion. Ça marche ensemble. Voilà. Alors, pour les hommes, on a d'autres possibilités de désigner ça. On dira, c'est un petit peu perdu aujourd'hui, des expressions comme chaud de la pointe, par exemple, ou un chaud lapin plutôt. Et pour les femmes, on dira plus volontiers, elle a chaud au cul. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'idée de Duchamp. Comment en est-il arrivé là ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire ? On ne sait pas forcément, parce que Duchamp était très peu bavard sur ce qu'il faisait, et il laisse effectivement aux commentateurs le plaisir de raffiner, dit-il. Alors ça, c'est cette vulgarité aussi dans l'expression choisie. C'est un trait que revendique Duchamp pour dire que finalement la vulgarité, ça a du bon parce que justement il n'y a pas d'hypocrisie. On dit les choses, on laisse paraître les choses et on n'est pas dans cette duplicité, dans ce voilement. Donc en quelque sorte, faire apparaître la Joconde sous ce titre et avec cette pilosité, eh bien c'est dire les choses, on n'est plus justement dans cette hypocrisie et dans ce voilement qui se laissait découvrir éventuellement par le sourire de la Joconde tel que l'avait peint Léonard de Vinci. Donc c'est une espèce de mise à plat en quelque sorte. Voilà. Alors ça c'est pour montrer donc peut-être comment Duchamp est arrivé à cette image. Alors après j'ai fait effectivement des recherches aussi autour de l'expression elle a chaud au cul, et dans la presse satirique, dans les journaux de l'époque, tels que par exemple Le Rire, Le Sourire, Le Courrier français, il y a une presse assez abondante qui est réalisée par des illustrateurs, souvent par des grands peintres aussi. On a beaucoup de représentations effectivement de cette sexualité. Encore une fois, ça pourrait être au théâtre. Le théâtre boulevard est rempli de ça. On a sans arrêt ce genre de propos. Donc ici, c'est une scène mythologique qui est reprise. Et clairement, c'est dans l'Assiette au beurre, donc une revue satirique. Et là aussi, il s'agit donc de montrer que cette femme, alors titillée par Cupidon, qui a remis sa flèche et embrase le derrière de cette jeune femme. Un dessin plus méconnu de Duchamp, moins souvent commenté parce que certainement difficile effectivement pour la compréhension aujourd'hui, c'est celui-ci qui est apparu donc dans un journal, dans Le Rire, là aussi, pareil. Donc c'est intitulé Féminisme, la femme curée. Alors il y a effectivement ici quelque chose un peu oxymorique. Il s'agirait effectivement de comparer la femme honnête et l'autre, et d'en faire quelque chose d'une femme libérée qui serait tournée du côté du féminisme, mais en même temps il faut qu'elle ait une apparence de curé. Voilà, donc on est en plein dans cette configuration, et c'est le dessin. Alors on peut supposer que le lecteur de l'époque comprend immédiatement. Aujourd'hui ça demande un petit peu une difficulté, je trouve, mais pour le contemporain, on est en plein dans ces débats-là, et effectivement l'amour est un crime. C'est le crime donnant en fait. Tous les médecins hygiénistes et les ligues de vertu aussi situent l'amour comme étant un péché en quelque sorte, qu'il faut compenser par la reproduction. Il y a effectivement des ligues aussi pour veiller à la repopulation de la France. Alors c'est un dessin de 1908 qui paraît dans le Courrier français, et ça laisse entrevoir que face au législateur de l'amour, c'est une citation de Rémy de Gourmont, eh bien, il y a l'instinct sexuel qui intéresse justement Rémy de Gourmont, et pour un livre intitulé Physiologie de l'amour, tout acte sexuel est un délit en dehors du mariage. Voilà, donc pour Rémy de Gourmont, il prend le contre-pied justement de ça, et il faut faire apparaître ces tentations. Cette source de plaisir. Alors, pour Duchamp, on a une interview de 1915 quand il arrive à New York aussi, où il dit que finalement c'est plutôt
il est très séduit par New York quand il arrive, il y a de quoi, il est séduit par les gratte-ciel, il dit par la plomberie et par la femme qui est libre. Et quand on l'interroge un tout petit peu plus, il dit qu'effectivement, c'est bien qu'elle soit libérée, plus libre qu'en Europe et qu'en France en particulier, et, citation, que cela contribue au mouvement du monde actuel vers une complète égalité des sexes. Donc en 1915. Alors, autre image, toujours prise dans L'assiette au beurre, 1902. Donc, première page, la Joconde, de nouveau, avec un sous-titre Des mensonges. Donc, en fait, elle est déguisée ici en Amazone, en grisette. Voilà. Donc, c'est l'idée, toujours la même idée qui revient. Et j'essaie de multiplier les documents pour montrer que c'est effectivement quelque chose qui traîne. C'est une idée qui traîne. On est en train, effectivement, de faire apparaître que tout ça n'est qu'apparence et qu'à travers le sourire, eh bien, il y a peut-être autre chose qui peut se jouer, la duplicité et l'aveu, effectivement, d'une sexualité plus épanouie. Alors, il y a immanquablement cette image-là aussi, qui passe pour être la première Joconde iconoclaste qu'on doit à l'illustre Sapec, c'est ainsi qu'il se faisait appeler, des Incohérents, 1887. Et là aussi, alors, évidemment, on peut regarder ça de façon très neutre, mais on peut aussi y voir une allusion. Alors, une allusion sexuelle, évidemment, parce qu'elle fume la pipe. Voilà, je n'en dirai pas plus, comprendre qui peut. Ce thème-là est repris d'ailleurs par Magritte. Et si vous allez au musée Magritte à Bruxelles, alors on connaît tous le Ceci n'est pas une pipe, mais il y a aussi des dessins griffonnés par Magritte, très vite, au stylo bille, qui sont tout à fait explicites. C'est-à-dire que c'est absolument sexuel comme allusion. Voilà. Alors, évidemment, ça passe la censure, il n'y a rien à dire. Voilà. Et la duplicité, ici, elle est explicite. Elle est explicitée de façon métaphorique, on pourrait dire. Alors, ceci, c'est pour montrer justement comment ça évolue. C'est la première Joconde à moustache. Alors, j'ai fait une enquête assez poussée sur les Jocondes à moustache, et ça serait la première. Donc, elle date de 1870. Elle paraît dans un journal satirique, là aussi, Le Monde pour rire. Donc, j'ai réussi à trouver un exemplaire. Alors, j'ai photographié la page entière. Donc, c'est assez courant, c'est-à-dire qu'on refait les tableaux, on fait des parodies de tableaux, et puis on ajoute des sens un petit peu grivois en général. Voilà. Alors je vous montre le détail. Voilà, donc vous avez un petit sien d'abord. Jeune fille écoutant les conseils de Cochina, M. Léonard de Vinci nous a donné une très belle satire des mœurs actuelles qui sont si dissolues. Voilà, donc on a l'allusion directe. Et la femme à barbe, oh, très bien, très réussi. Voilà. Et ensuite, Greuze, alors, nous a montré dans son tableau une jeune enfant rose qui a brisé son vase et qui est très gênée pour sortir de cette situation embarrassante. Voilà. Donc on a un changement là, de paradigme. Alors, il y a un événement qui survient à Paris en 1911. Donc là, je suis dans les clous, je suis bien dans les dates. C'est le vol de la Joconde. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que donc un ouvrier italien qui avait travaillé au Louvre dérobe la Joconde. Elle va disparaître pendant 2 ans, 3 ans. Et il y a un déferlement de dessins, de chansons, de cartes postales, de textes à propos de la Joconde. Et ça, c'est tout à fait passionnant à étudier dans la presse quotidienne parce qu'on en parle tous les jours. Et les gens vont même se rendre au Louvre pour aller voir l'emplacement de la Joconde, les clous. Voilà, donc, on fait la queue pour aller voir les clous. C'est des lieux de mémoire, on pourrait dire. Voilà. Ce qui est des gens qui n'allaient pas d'ailleurs forcément au Louvre voir la Joconde en temps ordinaire. Mais là, ils vont se déplacer. Donc on a création de produits dérivés, dirait-on aujourd'hui. Ça s'emballe même, et en particulier donc des cartes postales. Donc ici, vous avez une Joconde un petit peu déjà défraîchie. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour. Enfin, me voilà revenu, après avoir été enlevé, comme vous le savez, au mois d'août 1911, par un amoureux. Voilà, donc là, c'est explicite. En fait, tous les illustrateurs, tous les commentateurs de l'événement, pour eux, ça ne fait
qu'un sens possible, hein, c'est que eh bien, la Joconde est partie faire une fugue, elle est partie avec un amoureux, avec un Jules. Voilà. Alors, je vous montre quelques documents. La voici qui revient de Citerre. Hein, mais ça pullule. Hein. J'ai fait un choix de cartes postales parce que franchement, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, ça veut dire qu'effectivement, ça ne fait aucun doute. Voilà. J'aime bien me trouver, il y a un texte qui est assez rigolo. Ce sont les statues du Louvre qui discutent entre elles. Alors, il y a une de Psyché, il y a la victoire de Samothrace, et puis je ne sais plus quelle autre statue qui discute entre elles. Et puis, nous, ça ne nous est pas arrivé. On ne peut pas se tailler, c'est dommage. On est coincé là. Elle a bien de la chance, la Joconde. Voilà. Bon. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est un petit peu trivial, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est le goût du temps. C'est que le vol de la Joconde est aussi associé au vol des aéroplanes qui font leur début. Hein, les exploits aéronautiques sont très en vogue. Là aussi, le public va assister aux manifestations. Et donc, très très vite, le vol de la Joconde est associé au vol et à l'aéronautique. Voilà. Alors, là aussi, le côté trivial, ça serait de dire qu'elle s'envoie en l'air. Hein. Très clairement, c'est ce que ça signifie. Et on a là aussi non seulement des cartes postales, mais quelque chose qui est très populaire en France pendant cette période, c'est les chars de carnaval. Et pendant les carnavals, en fait, on construisait des chars à l'effigie de la Joconde, et souvent avec une allusion à l'aviation. Alors ça, c'est à Aix-en-Provence. Donc c'est en bas du cours Mirabeau, parce qu'on parlait de Zola tout à l'heure. Donc c'est en bas du cours Mirabeau, et on voit très clairement qu'on a une sorte de blériot là par-dessus laquelle se trouve la Joconde. À Paris, alors toujours le même genre. Alors vous remarquerez que les uniformes ici sont ceux des gardiens du Louvre. Les gardiens du Louvre portaient ce type d'uniforme à l'époque. Donc ils sont vides, hein, ils sont fantoches, voilà, hein, puisque effectivement on a dérobé la Joconde sous leurs yeux. À Nice, alors vous voyez là aussi l'avion, la Joconde toujours. À Chalon-sur-Saône. Alors à Chalon-sur-Saône, c'est pas là avec l'aviation, mais on voit qu'elle sort du cadre pour se précipiter dans les bras d'un homme. Alors ça, c'est au moment de l'enlèvement. Au moment du retour de la Joconde, quand on la retrouve, l'association sera différente. Ça excède un petit peu mon propos, mais c'est amusant, alors je ne résiste pas à vous le dire. C'est le moment où on a inventé les impôts directs en France, et du coup on a fait l'impôt sur la revenue, parce qu'elle revient, voilà. Donc l'association marche parfaitement. Voilà, alors je vous montre ensuite d'autres. Alors dans les cartes postales, il y a toute une série qui est assez amusante. C'est une série qui est intitulée « Elle se trotte toujours », donc il s'agit de la Joconde. Elle se trotte toujours, c'est-à-dire qu'on la voit ici, alors clairement avec un Jules à Montmartre, hein, donc dans les bas quartiers, dans les mauvais quartiers, hein, et elle est en train de mener une vie plus agréable que d'être enfermée au Louvre. À son retour, là aussi, le Louvre sera pris comme étant une maison close, hein, parce que le soir, on ferme les portes, hein, et on inverse la proposition. Hein, donc vous voyez que le sourire de la Joconde est dûment interprété par la suite. La voici devant le Louvre, en train de magasiner. En bas des Champs-Élysées. Alors, ce sont des photomontages assez grossièrement réalisés. Hein. Il n'y a pas Photoshop, mais c'est vraiment la carte postale populaire, hein, avec des tirages très importants. Hein. Ça a été vraiment très très populaire. Pardon, voilà, devant l'opéra.
devant aujourd'hui le musée d'Orsay, donc devant la gare d'Orsay. En Égypte. Et elle est en compagnie d'Arsène Lupin. En plus, voilà, voleur. Celle-ci qui. Alors, celle-ci est très intéressante parce que quand on regarde là aussi la presse dans les années 1865, 1870, toute cette presse satirique, il y aurait toute une étude à faire. D'ailleurs, il me semble que Pierre Popovic avait commencé ça ici, à faire ça, autour du vélocipède et les femmes. Hein. Alors on associe effectivement l'utilisation de la bicyclette et des femmes à une façon de protester qui est vue de façon très négative par la presse qui est tenue par des hommes. Hein, c'est-à-dire que c'est les bas bleus, c'est les Amazones. C'est toujours associé aux bas bleus, aux Amazones. Toujours. Voilà, l'utilisation de la bicyclette. Alors les textes sont absolument effarants. Quand on lit ça aujourd'hui, c'est très étonnant. Ça fait sourire, mais c'est effarant. Voilà, donc ces poils faciaux de la Joconde, si je reprends donc l'aboutissement, ça serait Duchamp, avec cette idée que le sourire, finalement, même chez Léonard de Vinci, il implique quelque chose d'autre. Alors je sais bien qu'il existe d'autres interprétations, on a absolument écrit tout et n'importe quoi sur ce sourire, et je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on a trouvé que c'était le sourire de la femme enceinte, on a trouvé qu'en fait elle avait perdu un enfant, bon, toutes sortes de choses, tout et son contraire. Ce qui semble se dessiner donc à partir du 1865-1870, c'est effectivement une nouvelle configuration de la représentation de la sexualité, en particulier de la sexualité féminine, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de cacher. Hein. Il y a des indices, il y a un indice, c'est le sourire, c'est peut-être les yeux aussi, mais c'est surtout le sourire. Et ce sourire, c'est celui de la duplicité et de l'ambiguïté, et qui est soumis à l'interprétation. Il y a toujours une double lecture possible. Soit ça passe pour un signifiant, soit effectivement on va pouvoir s'inquiéter et décrypter, et tenter de décrypter. Il y a toujours cette double opportunité. Voilà. Alors là aussi, on pourrait aller encore un petit peu plus loin à propos de Duchamp, parce que c'est un dispositif qui est à l'œuvre chez Duchamp tout le temps. Il y a toujours cette double interprétation possible. On ne peut pas s'en tenir à la première lecture. Alors là, il faudrait rappeler que Duchamp est un joueur d'échecs. Si vous vous en tenez à une lecture immédiate, vous êtes cuit. Vous êtes échec et mat en quelques coups. En particulier si vous cédez à une figure certes tentante, séduisante, on appelle ça un gambit, et en gros c'est offrir une pièce. Voilà, vous offrez une pièce, une dame en général d'ailleurs, parce que l'attrait est bien plus, c'est une pièce de valeur. Donc si vous cédez à la tentation et à la séduction de cette offre, eh bien vous êtes cuit en général en quelques coups. On vous le fait payer très cher et ça devient un échec et mat. Voilà. Donc Duchamp est un champion, il a représenté l'équipe de France et il a toujours ce double dispositif, cette double lecture possible. C'est-à-dire qu'on a une apparence et on ne doit pas céder à l'apparence. Il faut aller chercher une autre solution, une solution qui est plus en arrière, qui est un stratagème en quelque sorte, une logique. Et si on ne voit pas la logique, on rate quelque chose. Donc il y a dans la perception de la Joconde, je pense qu'il a saisi cette image parce qu'effectivement elle est énigmatique et que ça a fait couler beaucoup d'encre de peinture depuis Léonard, mais il y a cette double appréciation, c'est-à-dire cette séduction immédiate et il faut aller chercher la solution un peu plus loin. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle sourit ? Bon, et du coup on voit que Duchamp, là, s'inscrit dans les mœurs de son temps. Là aussi, ça me paraissait intéressant de l'inscrire justement comme un homme du 19e finissant, parce que c'est aussi Dada d'ailleurs, je ne conteste pas non plus l'attrait dadaïste, c'est très insolent, et effectivement ça touche d'ailleurs son but de ce côté-là, mais l'appréciation qu'on pouvait faire de la pilosité venant sur la Joconde avec le titre n'avait pas été faite.
Je ne pense pas que ça a été dit auparavant, surtout lié avec tout cet arsenal. Et Duchamp a publié donc des dessins aussi dans ses journaux, donc il les connaît. Hein, voilà. Il y a une autre... pour dire en 2 mots, oui j'ai encore un petit peu d'heure, pour dire en 2 mots ce double dispositif chez Duchamp, cette double lecture qui est toujours effective, hein, si vous prenez l'urinoir par exemple, parce que c'est le plus célèbre, 1917, hein, voilà, bon, on a, quand vous allez le voir, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire c'est un urinoir. Et en fait, c'est pas un urinoir. Voilà, si vous dites c'est un urinoir, vous vous trompez. C'est plus un urinoir. C'est un urinoir parce qu'on reconnaît la forme, par habitude, par automatisme. Et dans la philosophie du fin 19e, on appelait ça la pensée. L', A privatif, pensée. Donc on cède à la première impulsion, à l'attrait, à la première impression, et là on se trompe. Il faut une deuxième interprétation. Et la deuxième interprétation, ça serait de dire, oui, certes, je reconnais que c'est un urinoir, mais c'est pas tout à fait un urinoir. D'ailleurs, je ne peux pas aller faire pipi dedans, c'est pas possible. Il est renversé, il est daté, il est signé, il est sur un socle, mis en scène, et il est coupé de sa plomberie, il n'y a pas d'eau, c'est pas possible, c'est autre chose. Hein, donc il y a cette double lecture. Si on est désemparé comme visiteur aussi, et qu'on se tourne vers le titre, en général, quand on a des difficultés avec une œuvre, on essaie de trouver une solution du côté du titre, et là ça indique Fontaine. Alors là aussi, Fontaine, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est la même chose. Si vous cédez à l'interprétation première, Fontaine, ce qui vient à l'esprit, première interprétation, la pensée, L', avec A privatif, c'est la définition du dictionnaire. C'est-à-dire un objet d'ornement où coule de l'eau, qu'on va mettre dans un jardin, éventuellement. Voilà. Bon, on voit bien que ça ne coïncide pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, donc, en fait, là, Fontaine ne va pas. Si on cède à cette interprétation, on est aussi dans l'erreur. Donc, c'est à chaque fois, ce qu'on reconnaît, c'est la forme du mot, comme on reconnaît la forme de la chose urinoire. Mais il faut passer à une double interprétation. Et en fait, Fontaine, en fonction pragmatique de titre, désigne bien l'objet nouveau qui est cet urinoir qui n'est pas un urinoir. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Hein, c'est exactement ça. On est obligé de faire tout ce parcours, tout ce cheminement. La philosophie fin 19e, je pense que Duchamp l'avait parcouru, parce qu'il avait fait ses humanités, il avait fait sa philo, donc c'est quelque chose qui traînait là aussi. Opposer la pensée avec le A privatif à la pensée pour de bon. Hein. Penser pour de bon, c'est justement s'adapter à ce qui est. C'est coller justement à la réalité. Et faire ce parcours, ne pas céder justement à cette forme première d'interprétation. Voilà. Donc si vous avez le sourire de la Joconde, ce qui attire Duchamp là aussi, et ses contemporains de la même façon, c'est effectivement un indice, c'est l'indice qu'il y a autre chose qui se joue, mais qui n'est pas dit, hein, comme aux échecs, on ne va pas dire quelle est la logique que l'on suit. Voilà. Et il faut aller chercher cette logique. Donc Duchamp est aussi attiré par cette image, très curieusement, hein, aussi pour d'autres raisons plus complexes d'ailleurs, mais qui excéderaient, là, c'est pas sur Duchamp qu'on fait un truc, mais c'est ce double dispositif. Il y a toujours ce double dispositif qui est à la clé, mais qui est transparent dans la littérature et dans les images que j'ai pu vous montrer là. Voilà, c'est ça aussi qui attire Duchamp, je pense. Pourquoi il a choisi cette image, pourquoi elle est si séduisante, c'est parce que ça lui permet de jouer sur ce double dispositif, qu'il reproduit sans cesse là de façon, on pourrait dire compulsive. Voilà. Je vous remercie.